Ok. Il est enfin là, le dernier film sorti de la franchise Dragon Ball. Après un film DBS Broly qui était acclamé par le public comme étant le meilleur film Dragon Ball, En octobre dernier, le second film Dragon Ball Super est sorti dans nos salles obscures françaises. D'ailleurs, on doit dire un grand merci à la Toei, Crunchyroll ou même Sony de nous avoir sorti ce film 5 mois après sa sortie au Japon. Merci beaucoup. Ceci étant dit, parlons de ce film. Ce film nous a été annoncé il y a un an, et dès le début, ça sentait pas bon. parce qu'on connaît la qualité d'écriture de DBS qui est très souvent pathétique. Mais surtout, la dernière adaptation animée que l'on avait vue, c'était Dragon Ball Super Broly, qui en termes d'animation pure est de très loin le meilleur film Dragon Ball. Et là, ce nouveau film nous est révélé comme étant entièrement en 3D, ce qui est assez problématique étant donné que la 3D n'est pas vraiment acceptée en général pour les fans d'animé. Par exemple, la saison 4 de l'Attaque des Titans a beaucoup divisé à cause de l'utilisation de la 3D. Mais au-delà de la 3D, le film super-héros nous donne l'impression que l'histoire est beaucoup plus légère que le film précédent, ce qui a fait assez peur à beaucoup de fans. Mais bref. Le 2 octobre 2022, j'ai pu voir pour la première fois le film Dragon Ball Super Super-héros au cinéma. J'avais été spoil des mois à l'avance sur l'ennemi final et sur les deux grosses transformations du film, Ce qui fait que je suis allé voir le film avec un énorme a priori négatif. Maintenant, après y avoir réfléchi pendant plusieurs mois, je peux vous dire une chose, le film Dragon Ball Super Super-héros est meilleur que le film Dragon Ball Super Broly. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors avant de se poser la question pourquoi le film super-héros est meilleur que le film Broly, on doit se demander pourquoi le film Broly est si apprécié. Alors je vous rassure, je ne vais pas rentrer dans les détails pour le film Broly, parce que j'ai déjà fait 3 vidéos sur ce film que je vous encourage à aller voir pour mieux comprendre mon point de vue. Ceci étant dit, on va voir dans un premier temps que centrer un film sur son spectacle n'est pas forcément gage de qualité. Et dans un second temps que parfois, prendre des risques est peut-être une meilleure décision que de se concentrer sur le fanservice. S'il y a un point qui met absolument tout le monde d'accord, c'est le spectacle qu'apporte le film Dragon Ball Super Broly aux spectateurs. On passe un excellent moment devant le film. que ce soit dès le début où l'on nous montre la famille de Goku, dont la mère de Goku avant qu'il ne l'envoie sur Terre, l'armée de Freezer, et comment était la planète Vegeta à l'époque. Pour ce qui est du reste du film, On a affaire, en termes de spectacle, au meilleur film Dragon Ball et de très loin. mais qu'est-ce que j'entends par spectacle? Eh bien pour le cas de ce film, le spectacle c'est le fanservice, mais pas que. Pour moi j'englobe également la mise en scène du film, et je pense très sincèrement qu'il serait très difficile de faire mieux. Le personnage de Broly a été canonisé, Gogeta a lui aussi été canonisé, et on a eu un affrontement dantesque entre les deux. Les combats tout au long du film font partie des meilleurs de la licence et de très loin. En termes de mise en scène, c'est presque parfait. Si on revient au film Dragon Ball Super Super-héros, évidemment qu'en termes de spectacle, il ne fait pas le poids. Déjà parce que dans tous les cas, un animé en 3D comparé à un animé en 2D, c'est le jour et la nuit. Mais malgré ça, je dois quand même saluer le fait que la 3D est largement meilleure dans le film Super Héros. Parce que dans le film DBS Broly, il y a quand même de longues séquences en 3D, et elles sont soit très passables pour le combat entre Goku et Broly, soit carrément dangereuses pour les yeux en ce qui concerne le combat entre Gogeta et Broly. Dans le film DBS Super-héros, on ressent bien l'évolution de la 3D. Là où dans le film DBS Broly, on a l'impression graphiquement d'avoir affaire à un beau jeu PS4 comme Dragon Ball FighterZ ou encore Naruto Storm 4. Dans Super Héros par contre, on peut parfois oublier que c'est complètement en 3D, ce qui est une belle évolution et ça a le mérite d'être souligné. Malheureusement, le principal problème de la 3D n'est pas graphique, c'est l'animation. Dans l'animation japonaise 2D, pour une séquence, les animateurs font ce que l'on appelle les images clés. C'est les images qui vont marquer la rétine du spectateur lors d'une animation. Pour une animation simple comme un dialogue, il n'y a pas besoin de beaucoup d'images clés, parce que ces séquences nous demandent de nous attarder sur ce que veut raconter l'œuvre. Mais pour une animation plus complexe, comme une scène de combat, là par contre il a besoin de beaucoup plus d'images clés que pour un simple dialogue. Et c'est la raison pour laquelle lorsque l'on a une scène de combat pas ouf, on la remarque directement. Comme lors de cette scène de combat dans Boruto, où on peut clairement voir que le personnage manque énormément de mouvement. Tout simplement car il n'y a pas assez d'images clés dans cette animation. Mais à l'inverse, on peut voir que plus il y a d'images clés à la seconde, plus l'animation a des chances d'être plaisante à voir, comme lors de ce combat d'anthologie dans Boruto. Mais dans l'animation en 3D, c'est uniquement des modèles 3D que l'on a devant nous. Ce qui signifie pour vulgariser que lors d'une animation, on a affaire à plein de captures d'écran des personnages afin de simuler un mouvement. Ce qui marque la scission entre ces deux techniques.
L'une demande un réel savoir-faire de dizaines d'animateurs qui ont chacun un style différent et reconnaissable pour donner vie au mouvement, alors que l'autre demande un savoir-faire complètement différent qui va uniformiser le style de l'animation. Pour généraliser, en gros, on peut regarder n'importe quelle séquence d'un film en 3D, on aura l'impression que ça a été fait par les mêmes personnes du début à la fin. Sauf le génie Spider-Verse, évidemment. Mais pour revenir directement aux deux films Dragon Ball Super, le problème de la 3D dans ces deux films, c'est le nombre d'images clés. Vous vous êtes peut-être déjà demandé pourquoi dans un film comme Super Mario Bros ou encore les films d'animation Disney, l'animation de la 3D est si belle et ne paraît pas bizarre. Elle ne paraît pas saccadée, alors que l'on ressent bien une impression bizarre quand on regarde un animé japonais en 3D. Comme s'il manquait des FPS à l'image, comme s'il n'y avait pas assez d'images clés. Pourtant la technique est assez similaire, on utilise bien des modèles 3D pour animer des personnages. Mais du coup, d'où vient ce problème ? C'est en scrutant attentivement plein d'animés en 3D que je me suis rendu compte d'un facteur commun. À chaque fois que l'animation paraît bizarre, saccadée, c'est qu'il n'y a pas de flou de mouvement. Les mouvements ne sont jamais flous, tout est trop net. Sauf qu'en animation, on utilise parfois du flou de mouvement, mais surtout, la technique que l'on utilise tout le temps, c'est de déformer l'animation lors d'un mouvement. Cette déformation rend imparfaite l'animation, mais c'est fait exprès pour dynamiser un mouvement. Mais lors d'une animation en 3D, vu que l'on n'a pas de flou de mouvement, ça nous donne juste plein d'images clés, ce qui perturbe nos yeux. Ça rend l'animation plus que parfaite. Sauf que c'est justement l'imperfection de l'animation qui la sublime. Il est là le problème de l'animation en 3D de ces deux films. Malgré tout, je trouve quand même que le film Super Héros est vachement meilleur dans sa 3D. Voilà pourquoi la 3D ne marche pas bien. Maintenant, même si j'ai dit que la 3D était meilleure dans Super Héros que dans Broly, ça va absolument pas dire qu'elle est extraordinaire. Parce que maintenant que le film est sorti, je pose la question. Pourquoi le film est en 3D? Ça n'apporte strictement rien de nouveau. On n'a aucun plan qui tire réellement parti de la 3D par rapport à avant. Et je sais très bien que certains me diront qu'on utilise la caméra dans les combats pour passer à travers les personnages et décors. Comme lors de cette séquence du combat entre Goku et Vegeta. Sauf que vous auriez tendance à oublier que ça, on le faisait déjà avant, avec de l'animation 2D. Par exemple, lors du dernier film, à de nombreuses reprises, on a des mouvements de caméra assez impressionnants pour de l'animation 2D. Et du coup, je repose la question, pourquoi ce film est en 3D? Parce que certes, la Toei Animation, le studio d'animation, consacre presque toutes ses équipes sur l'arc Wano Kuni de One Piece, qui, il faut l'avouer, est assez bien animé. Sauf que One Piece a eu droit lui aussi à un film d'animation récemment, One Piece Red, qui est bien évidemment en 2D, et qui a des scènes franchement incroyables. On se fout littéralement de nous pour Dragon Ball. Mais bref, il est clair qu'en termes de mise en scène, le film DBS Broly est largement meilleur que le film Super Héros. Et côté fanservice, c'est assez différent. D'un côté, on a un film qui est basé sur le fanservice. Le principe du film, c'est quand même d'intégrer Broly à la trame principale. À l'époque, ils avaient pas du tout hésité pour nous révéler presque un mois avant la sortie du film que Gogeta était dans le film. C'est littéralement le film fanservice par excellence. Et d'un autre côté, on a un film qui a l'air d'être centré sur Piccolo, Gohan et Pan, sur le retour de l'armée du ruban rouge avec deux nouveaux cyborgs, et qui a quand même eu deux nouvelles transformations et le retour de l'un des antagonistes phares du manga original. Mais comment différencier le bon fanservice du mauvais fanservice? Tout se joue dans la manière dont on utilise le fanservice. Par exemple, dans le film Dragon Ball Super Broly, le personnage de Broly est nul à chier. Le personnage était extrêmement intéressant dans le film 8 de DBZ, et il est devenu un personnage fade qui perd juste le contrôle de lui-même et qui est donc une victime. C'est nul, c'est cliché et s'enlève tout ce qu'il a d'intéressant avec le personnage. Le fanservice dans ce genre de film doit être satisfaisant pour les spectateurs. Et en l'occurrence, j'ai l'impression que là, pour le film super-héros, on a atteint un certain plafond de verre. Il y a trop de transformations dans DBS, et ça j'en parle déjà depuis presque 3 ans maintenant. On arrive à un point où on ne sait même plus quoi inventer pour que les personnages progressent. Piccolo orange, Gohan Beast, à savoir qu'il y a déjà une transformation avec du blanc, l'Ultra Instinct, mais ça n'a rien à voir, hein. Ça en devient affligeant. Mais est-ce que c'est pire que DBS Broly? Non. Parce que des transformations pas ouf, ça fait des années qu'on en a dans DBS. Mais gâcher un personnage comme Broly, je trouve que c'est beaucoup plus grave qu'une transformation random. DBS a tué 90% des personnages en termes de puissance en ne mettant en avant que Goku et Vegeta. Le problème étant qu'il y a un trop grand fossé entre ces deux-là et le reste de la Z-Team. Ce qui fait que depuis l'arc du tournoi du pouvoir, ils essayent de corriger cette erreur. Le premier exemple est bien évidemment C17 qui a quand même réussi à rivaliser avec un Goku en Super Saiyan Blue, sans compter ses exploits lors du tournoi du pouvoir. Et si on revient au film Super Héros, c'est maintenant au tour de Piccolo et Gohan de réduire l'écart de niveau qu'ils avaient avec Goku et Vegeta. Du coup certes, c'est pas ouf de donner des transformations qui sortent de nulle part, mais au moins ils ont le mérite de vouloir corriger cette erreur de Goku et Vegeta qui sont toujours au-dessus du reste. Et pour Cellmax, c'est Bio Broly. Littéralement.
On peut même pas dire que le personnage de Cell a été souillé, parce que c'est même pas le même personnage. C'est une reproduction ratée du Cell original. Et s'ils voulaient vraiment jouer sur le fanservice, ils auraient ressuscité Cell, tout simplement. Là, c'est juste un skin moche de Cell, mais tout ce qui fait qu'on aime Cell n'est absolument pas là. Mais on va y revenir. Le fanservice est donc meilleur dans le film super-héros plutôt que dans Broly. Néanmoins, le spectacle est meilleur dans le film Broly. Parce que ce spectacle du film DBS Broly, c'est un peu le gros avantage du film. Et c'est ce que tout le monde a retenu. Malheureusement, le film DBS Broly ne prend pas de risques. Il n'essaie pas d'apporter une touche de fraîcheur à l'œuvre. C'est juste des combats pour des combats avec Goku et Vegeta comme dans presque tout DBS. Et d'ailleurs, en parlant de risques, le film super-héros lui en a pris. Alors soyons clairs, ce film super-héros est un vrai vent de fraîcheur pour la licence. Parlons scénario. On va pas se mentir que c'était pas vraiment compliqué de faire mieux que DBS Broly, parce que passé les 25 premières minutes, il y a un vrai trou noir dans l'histoire du film. Ça se bat pour se battre et finalement, si Broly se bat, c'est parce qu'il est malade ce mec. Alors que dans le film super-héros, il y a une vraie intrigue. Alors elle vaut ce qu'elle vaut, hein. Mais au moins il y en a une. Si on rentre un peu plus dans les détails... Dans le film Broly, le début est effectivement très intéressant, mais à la fois très frustrant. On y découvre la planète Vegeta avant qu'elle ne disparaisse, on nous montre le passage de flambeau entre le roi Cold et Freezer, on y voit également pour la première fois en animation la mère de Goku, et c'est un petit peu tout ce qu'il y a d'intéressant. Parce que le reste est très frustrant. Toutes les anciennes idées ou concepts ont été reboot, mais en moins bien. Par exemple, le père de Goku, Bardock, qui a perdu son histoire du TV spécial sur lui. Alors qu'avant on avait un Saiyan qui s'était battu corps et âme contre la destinée de son peuple, ici on a affaire à un personnage qui perd de son mystique et qui, on le suppose, s'est juste battu contre Freezer et a perdu. Ce qui faisait que son TV spécial était beau, c'était de savoir que le personnage allait mourir, mais que l'espoir restant, c'est Goku et qu'il le savait. C'est magnifique, bordel. Et pour ce qui est de l'origine de Broly, j'en ai déjà parlé, mais pour faire simple... C'est le minimum syndical, c'est beaucoup trop édulcoré comparé à l'histoire du Broly du film 8. Maintenant, attention, c'est pas catastrophique non plus, c'est juste moins bien. Et c'est frustrant. Et pour le reste du film DBS Broly, sur les 75 autres % du film, c'est juste de la bagarre, y a rien de plus. Broly, on sait même pas pourquoi il se bat, ils essayent de le faire passer en victime de son père, sauf que c'est raté, parce que autant dans le premier film sur lui, on parlait d'un génocideur de planètes et de galaxies, donc c'était normal qu'il se fasse contrôler par son père, autant là, il est juste bloqué sur sa planète, et il est contrôlé par son père, par peur qu'il ne perde le contrôle et le tue sans faire exprès. C'est nul! Alors que le film Dragon Ball Super Super-Héros a lui une vraie intrigue. On y suit Piccolo, oui, vous avez bien entendu, il y a d'autres personnages que Goku et Vegeta, qui découvrent que le ruban rouge est de retour et qu'ils ont créé deux nouveaux cyborgs assez puissants et qu'ils préparent une reproduction de Cell. Il va profiter de cette occasion pour mettre en place un plan pour remettre Gohan sur la voie du combat qu'il avait délaissé, plan qu'il va réaliser grâce à l'aide de Pan. Il faut admettre que même si ça ne vole pas très haut non plus, c'est intéressant à suivre, et c'est sur certains points original pour DBS. Mais pourquoi ce film est intéressant et mieux géré que le film DBS Broly? Eh bien parce que ce film est une prise de risque. Que ce soit dans son aspect visuel qui est un énorme risque marketing, mais surtout son intrigue est une grande prise de risque. Pour la première fois dans DBS, on y suit d'autres personnages que Goku et Vegeta qui font littéralement de la figuration. Le personnage de Piccolo, qui a été délaissé comme presque tous les autres personnages dans DBS, mène enfin la danse. C'est lui qui va s'infiltrer et découvrir ce qui se trame avec le ruban rouge. C'est lui qui va invoquer les boules de cristal. Et c'est surtout lui qui va avoir un plan pour réveiller Gohan. C'est pas juste un combat entre Goku et Vegeta contre Broly sans aucun but. Mais l'une des principales différences que l'on peut relever entre ces deux films, c'est bien évidemment leur ton. Là où le film DBS Broly se prenait beaucoup trop au sérieux mais n'avait aucun réel enjeu, parce que je suis désolé mais comment on peut avoir peur pour les personnages quand tu sais que Whis joue avec Broly et que comme par hasard, Beerus dort sur la même planète alors qu'on a affaire à l'un des affrontements les plus dantesques de l'univers. Sérieusement. Le film super-héros par contre a conscience de ce qu'il est, c'est-à-dire un film qui ne se prend pas au sérieux et qui l'assume. On sait pertinemment que l'on ne va pas suivre des personnages qu'on a l'habitude de suivre. L'histoire est complètement tirée par les cheveux, certes, mais au moins il y en a une. En termes de tonalité, on ressent vraiment ce côté léger tout au long du film. Les personnages ont conscience qu'il n'y a rien de vraiment très grave qui peut leur arriver. Comme par exemple quand Piccolo fait semblant de faire du mal à Pan, c'est montré sous le ton de la rigolade. Il y a d'ailleurs énormément d'humour dans le film, bien plus que dans DBS en général. Mention spéciale pour cette scène complètement décalée qui m'a fait extrêmement rire au cinéma et qui représente parfaitement l'humour de Toriyama. Du coup, entre un film qui se prend méga au sérieux pour pas grand chose, et un film qui se prend pas trop au sérieux avec des enjeux pas très importants, mais qui joue de ça, mon choix est vite fait.
Ce film super-héros me fait d'ailleurs beaucoup penser à un ancien film Dragon Ball assez décrié, parce qu'un film qui met en avant deux personnages qui sont d'habitude au second plan, qui vont enquêter et découvrir qu'un ancien ennemi très dangereux est sur le point d'être cloné et qu'ils vont devoir se battre contre ce clone raté, évidemment le film super-héros se rapproche énormément du film Bio Broly, qui était pour l'époque un film qui prenait d'énormes risques aussi, parce que là où dans DBS c'est Goku et Vegeta qui sont de très loin les plus mis en avant, à l'époque c'était soit Goku soit Gohan, qui ce dernier venait d'enchaîner le film sur Bojack et le second film sur Broly en tant que personnage central. Et là où le film super-héros est aussi très similaire, c'est dans son plus grand défaut, c'est-à-dire l'antagoniste qui dans les deux cas est extrêmement raté. On va être clair tout de suite, avoir un monstre qui attaque tout ce qui bouge sans réel but et qui est juste le méchant pur et dur, c'est nul. Comme dans le film Bio Broly. Et comme dans le film DBS Broly. Oui, on y revient toujours. Mais dans tous les cas, Cell Max n'est pas vraiment l'antagoniste marquant du film. Je retiendrai principalement Gamma 1 et Gamma 2 qui, eux, ont eu un vrai développement. Étant des super-héros créés par le Dr Edo, c'est de ces deux-là que l'on tient le titre du film, Super-héros. Les deux personnages ont pour but d'arrêter la bande de super-vilains que représente la Z-Team. Ils vont se battre contre Gohan et Piccolo, et c'est lors de leur combat qu'ils vont prendre conscience que ce qu'ils croyaient était complètement erroné. Ce qui va les faire changer de camp parce que ce sont des super-héros. Ce qui est assez réussi je trouve. On aurait pu faire ça dans DBS Broly, avec un Broly qui n'est pas une victime mais qui se rend compte lors du combat que finalement Goku et Vegeta ne sont pas de réelles menaces. Mais bon bref. Néanmoins, même si le film super-héros est meilleur que le film Broly, ça reste assez moyen quand même. Le film souffre de facilités scénaristiques jamais vues auparavant dans la licence. Que ce soit le rôle de Goku et Vegeta qui ont été mis dans le film juste pour les bandes annonces parce que leur rôle est inexistant, la justification de leur non-présence représente d'ailleurs très bien le problème d'enjeu de tout DBS. C'est-à-dire que dans le film, s'ils ne sont pas présents, c'est parce que ils mangeaient de la glace avec Beerus et Whis. Et qu'ils ont mis sans faire exprès leur pot de glace sur le sceptre de Whis. C'est vraiment à chier. Ensuite, quand Piccolo invoque les Dragon Ball, Bulma n'oublie pas de faire son vœu de merde pour gonfler son cul. J'arrive même pas à croire que je viens de prononcer cette phrase, c'est même pas une blague. Mais surtout, ils oublient tous les deux de téléporter Goku et Vegeta. Et le plus énervant dans cette scène, c'est que le film te dit lui-même que l'intrigue est bancale. Et en parlant d'intrigue bancale, comment ne pas parler des transformations et de Cell Max qui n'ont rien à faire ici? Autant pour la transformation de Piccolo, je peux comprendre, parce que l'idée du potentiel éveillé des Namek est un concept qui existe depuis l'arc Namek, avec le grand doyen qui avait éveillé le potentiel de Gohan et Krillin. Du coup oui, c'est pas mal d'avoir réutilisé ça. Le problème par contre, c'est la manière dont Piccolo l'a obtenu. Il a fait un vœu à Shenron pour devenir plus fort. On en est là dans DBS. Après un rituel qui consiste juste à se tenir la main pour rivaliser avec un dieu de la destruction, on a maintenant dépassé une nouvelle limite. On fait juste des vœux. Merci l'esprit shonen. Et pour Gohan, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise pour Gohan? On a une transformation qui sort de nulle part, qui on le voit essayer de rendre hommage à la transformation du Super Saiyan 2 de Gohan contre Cell, mais c'est nul! Nul! J'ai rarement vu ça. On a Cell qui massacre Piccolo, mais on ressent rien, c'est nul! Parce que Cell c'est pas un sadique qui veut voir ce dont Gohan est capable comme dans l'arc Cyborg. Non, là on a juste un débile mental qui frappe Piccolo parce que méchant être méchant donc taper gentil. Et parlons de la mise en scène, elle imite celle de l'époque, mais c'est juste pour te dire, hey, t'as vu la référence, hein, tu l'as vu? Oui, on l'a tous vu, et c'est très sale. Et pour ce qui est du design de la transformation, visuellement la 3D ne lui rend pas vraiment honneur. Du coup, je préfère attendre de la revoir dans le manga ou dans la suite de l'anime pour vraiment donner un avis sur le visuel. Par contre, ce que représente cette transformation, c'est juste une catastrophe. C'est une transformation random parmi d'autres transformations random que l'on oubliera comme plein d'autres. Et c'est juste triste que l'on ait autant de manque d'originalité pour un power-up dans un film qui est dans la trame principale. Et en parlant de trame principale, nous arrivons au plus gros problème de ces deux films. C'est le fait que ces films soient canons. Si on avait eu des films comme les anciens films Dragon Ball Z ou encore les films One Piece actuels, c'est-à-dire des produits dérivés qui n'ont rien à voir avec la trame principale, qu'on les voit ou non, notre appréciation de l'œuvre ne va pas changer. Personne ne va remettre en question la qualité du manga One Piece après avoir vu un de ses films dérivés. Tout simplement parce que c'est du bonus. Et je pense très sincèrement que les films Dragon Ball Super seraient largement revus à la hausse s'ils étaient comme les films One Piece actuels. Mais là, étant donné que l'on parle de films qui se déroulent dans la chronologie, donc pour résumer, ces deux films Dragon Ball Super sont des arcs scénaristiques, et ils doivent être jugés comme tels. De la même manière que les arcs comme le tournoi du pouvoir, Moro, Granola, etc. Et par conséquent, quand c'est pas ouf, on n'a même pas l'excuse du ouais c'est du bonus, c'est un produit dérivé. Et c'est dommage. Mais attention, je suis pas complètement défaitiste. Ça pourrait être incroyable, comme je l'ai expliqué dans ma dernière vidéo. Mais malheureusement, on doit se contenter de ce qu'on a. À croire que les personnes qui dirigent Dragon Ball Super préfèrent donner aux fans du fanservice sale, mais pas forcément une bonne histoire qui va avec. Pour conclure,
Le film Dragon Ball Super Super Hero est meilleur que le film Dragon Ball Super Broly sur de nombreux points. Évidemment, en termes de spectacle, le film DBS Broly explose de très loin le film Super Hero. Mais ce qui fait que ce dernier est meilleur, c'est pour sa prise de risque qui, il faut l'avouer, est réellement innovante pour Dragon Ball Super. Je reste néanmoins sur ma faim après ce film Super Hero à cause de l'intrigue. Je vous encourage donc grandement à aller voir ma vidéo Comment serait le film Dragon Ball Ultime, qui est ma plus grosse vidéo, pour comprendre un peu mieux mon avis sur ces deux films et pour comprendre ce dont les films Dragon Ball ont besoin selon moi. Le film Super Hero reste toutefois un vrai vent de fraîcheur pour la licence, ce qui peut nous laisser un sentiment très positif pour l'avenir du manga ainsi que pour les futures productions animées Dragon Ball Super, que ce soit en film ou encore en animé. Sur ce, c'était Soichiro, je vous invite à liker cette vidéo et à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo et même du film Super Hero en commentaire, à me suivre sur Twitter et sur cette chaîne YouTube, et sur ce, moi je vous dis à dans pas longtemps, parce que c'est le retour. Ciao.